Depuis des années, on nous répète que l'argent manque. Pas de budget pour les pensions, pas de budget pour les écoles, les hôpitaux, le climat. Partout en Europe, c'était le même refrain. Mais aujourd'hui, tout a changé. D'un simple claquement de doigts, l'Allemagne débloque 400 milliards d'euros pour l'armement et l'Europe, elle, en rajoute 800 milliards de plus. Que se passe-t-il et jusqu'où ça va aller? Dans la première partie de ce podcast, on plonge dans cette course à l'armement et on cherche à savoir qui en profite. Et dans la deuxième partie, je pose la question à Christoph Wasinski, professeur de sciences politiques à l'ULB. Y a-t-il une issue? Le monde est en ébullition. Tout change rapidement. Tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Nous avons besoin d'une nouvelle société où l'être humain est au centre et non la soif de profit. Bienvenue dans Tout bascule. Je suis votre hôte, Peter Mertens. Parfois, un mois peut sembler une éternité. La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, on avait déjà l'impression que le monde tournait à l'envers. Et aujourd'hui, moins de 4 semaines plus tard, tout a de nouveau basculé. Le président Trump a remis son homologue ukrainien Zelensky à sa place, vous l'avez vu. Et ensuite, l'Europe est rentrée dans une sorte de spasme militaire qui n'en finit plus. Et finalement, en Allemagne, cette semaine, un débat historique a lieu au Parlement. Mais pas dans le nouveau Parlement, non, dans l'ancien, celui d'avant les élections de février. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. En des temps plus calmes, nous pourrions débattre de l'indemnité de déplacement ou du salaire minimum. Mais les temps sont tout sauf calmes. Les partis en négociation ont donc décidé de mettre une chose en priorité. Nous armons l'Allemagne, coûte que coûte. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'armement, coûte que coûte. C'est ça le message. Et il faut savoir, l'Allemagne vient donc de sortir d'élections. Les chrétiens démocrates, la CDU, sont en train de former un gouvernement avec les sociaux-démocrates, la SPD. Et au centre des négociations, oui, le réarmement de l'Allemagne. Whatever it takes, coûte que coûte. Et donc, pendant des années, on nous a répété qu'un pays qui s'endette trop, c'est irresponsable. Surtout en Allemagne, parce qu'en Allemagne, la discipline budgétaire était devenue un dogme sacré. On reportait, on annulait les investissements publics. Pourquoi? Leur motivation était de ne pas laisser des dettes à nos enfants et petits-enfants, même si c'était pour moderniser les infrastructures, pour améliorer les transports en commun, pour construire des écoles, des logements sociaux. Non, rien de tout ça. Parce que la dette, c'était le péché. Et maintenant, oui, aujourd'hui, il suffit d'un claquement de doigts et comme par magie, des centaines de milliards apparaissent. Et Ines Schwertner, je la connais, c'est la présidente Die Linke, elle le dit comme ça. La CDU-CSU affirme depuis des années qu'il n'y a pas d'argent pour nos écoles, nos routes et nos logements. Et maintenant, il claque des doigts et débloque en un jour des centaines de milliards pour l'armement. En un jour, des centaines de milliards pour l'armement, voilà. La CDU et la SPD veulent changer la constitution allemande. Pourquoi? Parce que dans cette constitution, il y a la fameuse Schuldenbremse. C'est le frein à l'endettement, inscrit dans la Constitution. C'est un dogme sacré depuis des années. Et maintenant, aujourd'hui, ils veulent s'en débarrasser. Mais attention, pas pour investir dans les écoles, pas pour les hôpitaux, pas pour les logements sociaux. Non, pour investir dans l'armée. Et comment compte-t-il s'y prendre? En rappelant en urgence l'ancien Parlement, oui. Pourquoi? Parce que dans l'ancien Parlement, ils ont encore une majorité de 2/3 pour faire sauter ce frein à l'endettement. Et dans le nouveau Parlement, le Parlement après les élections, cette majorité, ils ne l'ont plus. Écoutez. Le Parlement allemand doit voter à ce sujet. Une majorité des 2/3 est nécessaire. Dans l'ancien Parlement, en plus du SPD et de la CDU-CSU, les Verts ou le FDP devraient également voter en faveur. L'ancien Parlement pourrait voter la semaine prochaine. Il dispose encore du quorum jusqu'à la fin mars. Voilà. Et la figure de gauche, Sarah Wagenknecht, elle est catégorique. Elle parle du plan de réarmement le plus fou
et de la plus grande tromperie électorale de l'histoire allemande. Et elle a raison. Parce qu'aucun parti, aucun n'avait annoncé avant les élections qu'il comptait dépenser 400 milliards d'euros en plus pour l'armée. Il faut savoir si la SPD et la CDU arrivent à faire passer leur plan, ce sera le plus grand plan de réarmement de l'histoire allemande. Wow. Tout ça pour rendre l'Allemagne à nouveau kriegstüchtig, apte à la guerre. Et ils ne le font pas avec un grand débat parlementaire, non. Ils veulent forcer ça en rappelant l'ancien Parlement très vite à la dernière minute et une faille parlementaire pour prendre un tournant historique. À l'avenir, toutes les dépenses de défense dépassant 1% du PIB pourront être financées par des emprunts. Il n'y aurait alors plus de plafond d'endettement, offrant une liberté budgétaire totale aux futurs gouvernements fédéraux. Mais cela ne serait possible que si les dépenses de la défense sont largement exemptées de la règle limitant l'endettement. Carte blanche pour les dépenses militaires, une liberté totale pour l'armée, voilà ce qui est en jeu. Et ce n'est pas tout. Un fonds spécial d'investissement va être créé, hors budget officiel. L'État fédéral en Allemagne prévoit 400 milliards d'euros d'investissement en infrastructures sur 10 ans. Et les régions, elles, ajouteraient 100 milliards d'euros de plus. Mais investir dans les rails, les ponts, les routes, ça semble une bonne idée, non? Oui, sauf qu'il y a un bémol, même plus qu'un bémol. Ce n'est pas pour aller plus vite au boulot. Ce n'est pas pour rendre les trajets vers la famille plus efficaces, non. C'est pour transporter plus vite les troupes et les chars. C'est la mobilité militaire. Voilà la priorité. Pourquoi? Parce que Washington, en fait, voit l'Allemagne comme un carrefour stratégique pour son flanc Est. Toutes les troupes et tous les chars américains doivent pouvoir filer vers le front de l'Est. Oui, vous avez bien entendu, le front de l'Est. On y est. Alors, il faut des routes, des ponts et des rails capables d'absorber ce trafic militaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le keynésianisme militaire. L'Allemagne fabrique et exporte moins ou moins de voitures. Eh bien, elle se reconvertit dans les chars et les munitions parce que ça doit créer des emplois. C'est l'idée derrière une nouvelle étude qui parle de Guns and Growth, les armes comme moteur de croissance. Heureusement, certains économistes tirent la sonnette d'alarme. Ils disent une voiture, un ménage peut l'acheter, mais un char d'assaut, non. Les ménages n'achètent pas des chars d'assaut. Il faut savoir aussi, si on produit tous ces armes et ces chars, il faut bien les utiliser, parce que sinon, toute cette industrie militaire s'effondre. Donc, tout ça met une pression pour faire durer la guerre. Ça veut dire que plus l'économie se militarise, plus la guerre devient une nécessité. Et comment d'autres acteurs réagissent à ces plans? Les marchés financiers s'envolent et la course folle à l'armement fait grimper en flèche les actions de l'industrie de la défense. Écoutez. Maintenant que Trump a dit « Europe, vous êtes livrés à vous-même », on voit qu'à la fin du mois dernier, ces rendements ont grimpé à plus de 1000% en 3 ans. En moyenne, la hausse est de 400 à 500% pour l'ensemble du secteur. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est du jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'action de Rheinmetall, par exemple, c'est le géant allemand de l'armement, a pris 1000% de valeur. 1000%. Et pendant que les fabricants d'armes et les actionnaires comptent leurs bénéfices, personne ne parle des vraies conséquences parce que cet argent, il vient d'où? Il vient d'ailleurs. Les milliards pour l'armée, on les retrouve en coupant ailleurs. Moins de budget pour le climat, moins pour la sécurité sociale, moins pour la coopération au développement. C'est une équation simple. Plus d'argent pour les chars, c'est moins pour les pensions. Plus pour les drones, c'est moins pour les crèches. Mais aujourd'hui, on entend la même rengaine. L'Europe doit se réarmer. Réarmer comme si on avait désarmé ces 10 dernières années. C'est faux. Les chiffres disent autre chose. En 10 ans, les dépenses militaires européennes ont plus que doublé. L'an dernier, selon la Commission européenne, des États membres ont dépensé environ 326 milliards d'euros pour leurs forces armées.
2,2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors non, il ne s'agit pas de réarmer l'Europe, il s'agit d'acheter encore plus d'armes. Mais comment la Commission européenne appelle son plan? Rearm Europe, réarmer l'Europe. Écoutez bien la présidente Ursula von der Leyen. Rearm Europe peut mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses de défense pour une Europe plus sûre et plus résiliente. La majeure partie de cet argent proviendra des budgets nationaux. Les États membres pourront s'endetter davantage car les dépenses pour la défense ne seront plus prises en compte. L'Europe fermera les yeux à ce sujet. Voilà, quand il s'agit de s'endetter pour l'armée, l'Europe va fermer volontiers les yeux. On peut se demander quel est l'objectif de cette surenchère militaire. Et peut-être que le Premier ministre polonais, M. Tusk, a vu juste quand il a tweeté ceci lors du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. La guerre, l'incertitude géopolitique et la nouvelle course aux armements lancée par Poutine ne laissent aucun choix à l'Europe. L'Europe doit être prête pour cette course et la Russie perdra comme l'Union soviétique il y a 40 ans. À partir d'aujourd'hui, l'Europe s'armera de manière plus intelligente et plus rapide que la Russie. Voilà, ce tweet en dit long. Il dit que cette course à l'armement n'a pas pour but essentiel de nous défendre, non. Elle vise à écraser économiquement l'adversaire, en l'occurrence la Russie. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste un renforcement de la défense, c'est aussi une guerre économique. Et l'objectif, ils le disent tout haut, épuiser financièrement la Russie comme on l'avait fait avec l'Union soviétique dans les années 80. Mais est-ce une stratégie intelligente? Parce que l'Europe dépense 3 fois plus en défense que la Russie. Aujourd'hui, 3 fois plus. Aujourd'hui, les pays européens membres de l'OTAN dépensent 454 milliards de dollars pour l'armée et la Russie dépense 140 milliards. Il faut savoir que même sans les États-Unis, l'Europe possède déjà 4 fois plus de navires de guerre, 3 fois plus de chars, de blindés et d'artillerie et 2 fois plus d'avions de combat que la Russie. Et pourtant, on continue d'attiser la peur. Pourquoi? Parce que la guerre est devenue un business. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? La militarisation de l'Europe ne va pas seulement peser sur nos budgets publics, elle va transformer toute notre société. Parce que plus on met d'argent dans les armes, moins il en reste pour les investissements sociaux. C'est un choix politique qui va nous hanté pendant des décennies. Et c'est un choix très dangereux. Car à force de multiplier les armements, on ne s'éloigne pas de la guerre, on s'en rapproche. On entend partout « Si vis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est notamment avec cette devise que l'Empire romain justifiait sa militarisation. Mais elle n'a jamais été une phrase de paix. Elle a toujours été une phrase de guerre. Pourquoi? Parce que l'histoire nous apprend que quand l'économie se militarise et quand les esprits sont préparés à la guerre, alors la guerre finit par arriver. Petit à petit, l'hystérie remplace l'analyse rationnelle. Les politiques parlent de plus en plus de guerre et de moins en moins de paix. C'est aussi le nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte, il va jusqu'à dire que si on ne dépense pas encore plus pour l'armée, on va bientôt apprendre le russe. Écoute. Mais aussi plus de dépenses. Les 2%. Tout ce que je vois en ce moment est loin d'être suffisant. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes en sécurité aujourd'hui, mais pas dans 4 ou 5 ans. Donc si vous ne le faites pas, ressortez vos cours de russe ou partez en Nouvelle-Zélande. Ou alors décidez dès maintenant de dépenser plus. Mais pourquoi la Russie envahirait l'Europe? Pourquoi? Il n'y a aucun argument rationnel pour ça. Le PIB de la Russie n'est pas plus grand que celui du Benelux. L'économie russe est en difficulté. Et après 3 ans de guerre, l'armée russe n'a toujours pas réussi à conquérir plus de 20% de l'Ukraine. Aujourd'hui, tous les analystes militaires répètent en chœur « Les Russes vont attaquer, ils vont attaquer ». Il faut, messieurs, rester un petit peu sérieux. Même avec l'aide des troupes nord-coréennes,
Il leur a fallu des mois pour reprendre les 2/3 de la région de Koursk aux forces ukrainiennes. Koursk, c'est leur propre territoire, un territoire qu'ils peinent déjà à défendre. Les Européens doivent oser se regarder en face, dit l'historien indien Vijay Prashad. Il a raison. Écoutez. Les Européens, et en particulier les Allemands, peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. C'est là le véritable problème. Ils feignent une menace russe qui n'existe pas, et en même temps ils ne disent pas la vérité à leur population. Désolé, mais vous allez devoir vous arrêter, nous devons faire des choix difficiles. Au lieu de cela, ils persistent à prolonger une guerre inutile, sans issue favorable. Prolonger une guerre sans issue favorable, c'est ce que Vijay dit. Et d'un point de vue européen, 3 scénarios se dessinent. Le premier scénario, c'est poursuivre la guerre coûte que coûte, avec comme objectif affaiblir la Russie, voire renverser le gouvernement de Poutine. Ce scénario mènerait à une guerre permanente avec des pertes humaines inutiles et une Europe plongée dans une crise sans fin. Deuxième scénario possible, créer une zone démilitarisée permanente en Ukraine. C'est un peu comme la 38e parallèle en Corée, qui divise toujours le pays depuis la guerre froide. Ça, c'est en fait une frontière ultra militarisée, avec aujourd'hui encore 600 000 soldats sud-coréens d'un côté et autant en face. C'est une solution qui coûte des milliards de dollars chaque année. Troisième scénario, le moins probable, mais le plus sensé, c'est la diplomatie. Et c'est ça que martèle Jeffrey Sachs, diplomate américain. Écoutez. La première règle, c'est que vous devez être des diplomates, et non des secrétaires de la guerre. Honnêtement, cela représenterait déjà au moins la moitié de ce que vous cherchez à accomplir. Un diplomate possède un talent très particulier. Il est formé pour s'asseoir avec les autres, écouter, serrer des mains, sourire et faire preuve de courtoisie. C'est une tâche très difficile, c'est une compétence, un apprentissage, un métier. Ce n'est pas un jeu, et c'est précisément ce type de diplomatie dont vous avez besoin. Sachs a raison. Aujourd'hui, les diplomates sont remplacés par des ministres de la guerre. Mais la guerre, ce n'est pas un jeu. C'est des vies brisées, des destructions irréversibles. On a besoin de négociations réalistes, d'un accord de sécurité où tous les pays concernés ont leur mot à dire. Pas d'une stratégie qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais un vrai plan pour garantir la stabilité à long terme. On pourrait, par exemple, impliquer tous les voisins de la Russie, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan. Tous ont besoin de garanties de sécurité mutuelle et un consortium de sécurité incluant la Russie pourrait être une solution crédible. Une grande conférence sur la sécurité européenne ferait sens. Parce qu'une chose est claire, l'Europe n'a pas d'avenir si elle s'enferme dans la militarisation. Nos voisins resteront nos voisins. La Russie existera toujours. Alors on doit parler, on doit négocier, on doit construire une solution qui profite à tous. Et maintenant, le choix est entre nos mains. S'engager dans une course à l'armement sans fin ou choisir une Europe qui refuse l'hystérie et suit une voie diplomatique réfléchie et adulte. Voilà. Aujourd'hui, je reçois Christophe Wazinski. Donc, bienvenue Christophe à Anvers. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais vous présenter. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité.
Vous êtes spécialisé dans les questions de sécurité internationale. Donc, merci d'être venu jusqu'ici. Et je peux m'imaginer qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui au GRIP ces jours-ci, non? Oui, tout à fait. Au GRIP et à l'ULB, donc en sciences politiques, oui, l'actualité est très très riche pour le moment, oui, en effet, quoi. Donc, commençons avec cette actualité. C'est la Commission européenne qui a lancé le plan Rearm Europe avec un budget de 800 milliards d'euros pour renforcer l'industrie de la défense. Et donc, quelle est votre réaction à ce plan? Alors, je trouve que c'est une décision qui est prématurée. Tout d'abord, il y a des moyens qui sont déjà disponibles, il y a des ressources au sein des États européens, et je pense que la première chose aurait été de bien évaluer ces ressources. Il existe éventuellement quelques problèmes ou quelques ressources qu'il pourrait être utile d'ajouter dans les armées européennes, mais ce sont plutôt des niches. Et donc, je pense que ce plan est exagéré pour le moment. Et je pense par ailleurs que la décision de l'Union européenne est une décision qui porte essentiellement sur, comme vous l'avez dit, sur une politique industrielle. Mais passer d'une politique industrielle à une politique de sécurité, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas inférer a priori qu'une politique industrielle va automatiquement créer une politique de sécurité. C'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Puis il y a une troisième chose également qui est une politique de défense, une politique industrielle et le soutien à l'Ukraine, c'est encore des choses différentes. Donc ça me semble très prématuré. Oui. Et dans quel sens c'est une différence de parler sur une politique de défense et une politique de sécurité? C'est quoi la différence exactement entre ces deux concepts? Donc pour moi, une politique de défense au niveau européen, ça doit être une politique qui vise à assurer la sécurité des populations, et donc ça doit être d'abord une politique qui vise à protéger le territoire national dans un premier temps. Et donc on devrait envisager les dépenses, l'éventuelle augmentation des dépenses. Je ne suis pas convaincu qu'il faut augmenter pour le moment, mais ça devrait être évalué donc à l'aune de ce critère-là. La politique industrielle, c'est autre chose. C'est d'abord de vouloir relancer les chaînes de production d'armement. C'est aussi tout un volet d'exportation, notamment des pays autoritaires et qui sont des exportations souvent problématiques de la part des États européens. Mais ceux qui justifient les dépenses militaires le font souvent avec la devise « Si tu veux la paix, M. Wazinski, il faut préparer la guerre », non? Oui. Alors, donc c'est un slogan classique qui date de l'époque romaine. Moi, je pense que si on veut la paix, il faut préparer la paix, tout simplement, d'abord. C'est beaucoup plus évident. L'idée, si tu veux la paix, prépare la guerre, est basée sur le concept de dissuasion. Mais il y a quand même un concept donc, de sciences politiques, de relations internationales qui est assez intéressant à ce propos-là, pour avoir une vision critique de cette devise-là, c'est le concept de dilemme de sécurité. C'est l'idée selon laquelle si vous augmentez vos moyens de défense et de sécurité, il est probable que vos voisins vont faire la même chose. Et c'est le point de départ de course aux armements. Et donc, cet adage romain n'est pas du tout démontré. En fait, il est plutôt de nature à inciter les États à se lancer dans des courses aux armements qui sont déstabilisantes. Et cette course à l'armement que vous parlez, comment vous voyez ça? Comment ça s'est passé dans le passé, par exemple, le danger d'une course à l'armement? Je pense qu'on a une excellente illustration. Il y a plusieurs illustrations historiques, donc on peut envisager la situation en Europe à la veille de la guerre 14-18 par exemple, mais on a un autre exemple qui est beaucoup plus récent, qui est l'exemple de la guerre froide, pendant laquelle les États-Unis et les pays de l'OTAN d'un côté achetaient énormément d'armements, et de l'autre côté le pacte de Varsovie et l'Union soviétique se dotaient également d'énormément d'armes, et on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle, par exemple, dans les années 1980, il y avait 70 000 ogives nucléaires qui étaient possédées par les deux camps, et un nombre très très élevé de véhicules blindés, etc., etc. Et on a vu que ça n'a pas été décisif. En fait, ce qui a été décisif pour mettre un terme à la guerre froide, c'était des accords, des négociations, des accords de désarmement notamment, de la diplomatie, mais pas le rapport de force en termes de comptabilité d'équipement militaire. Ceux qui sont en faveur de plus de dépenses militaires disent aussi que c'est nécessaire parce qu'il faut nous prévenir à une nouvelle attaque russe. Alors, tout d'abord, moi j'ai un problème avec cette idée, ce discours qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'alternative, parce que ça me fait penser idéologiquement à une certaine personne qui fut à la tête de la Grande-Bretagne dans les années 80, Margaret Thatcher, donc there is no alternative. Donc je pense que ce discours-là, d'abord, c'est un discours idéologique, ça c'est la première chose, et donc il faut vérifier ce qu'il en est. Donc, si on considère qu'il est nécessaire de se protéger,
pourquoi pas, mais alors on le fait à partir d'une analyse qui est une analyse objective, où on évalue les moyens qui sont disponibles de part et d'autre. Par ailleurs, il faut étudier les intentions de celui qui est présupposé être l'adversaire. Là, pour le moment, c'est la Russie, clairement. Et donc, il faut essayer d'en savoir plus. Et là, actuellement, d'ailleurs, Tom Sawyer de l'Université d'Anvers a écrit un papier fort intéressant pour le Morgan à ce propos-là, dans lequel il dit qu'il n'y a pas, en fait, de volonté de la part de la Russie d'attaquer les États de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas inférer a priori qu'il va y avoir une volonté d'agression des États de l'Union européenne ou de l'OTAN de la part de la Russie. Et les discours qui consistent à dire que ça pourrait arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans un siècle, je veux dire, il y a de la marge tout de même. Revenons à la Belgique. Vous avez qualifié la norme de 2% du PIB que la Belgique devrait consacrer à la défense, une norme arbitraire et non contraignante. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Alors, arbitraire parce que, de nouveau, quand on veut évaluer les moyens qui sont nécessaires pour assurer sa sécurité, donc on doit faire une étude du contexte. Donc on regarde quels sont les États qui sont menaçants dans l'environnement et on évalue les moyens dont disposent ces États. Et sur cette base-là, on adapte la posture de défense tout en tenant compte, bien entendu, également d'autres besoins qui sont des besoins classiques, genre sécurité sociale, les infrastructures, etc., etc. Donc fixer ce chiffre à 2% a priori n'a pas beaucoup de sens. C'est plus un slogan qu'une espèce de loi stratégique. Ça ne l'est pas. Donc il y a ce premier élément. Le second élément, c'est que c'est non contraignant, c'est-à-dire que c'est une déclaration politique au sein de l'OTAN. C'est pas une obligation juridique. Les États qui font partie de l'Union européenne sont soumis à des obligations juridiques. Ils doivent suivre un certain nombre de réglementations qui sont prises par l'Union européenne. Dans l'OTAN, c'est pas le cas. Il y a une forte pression politique et diplomatique, bien entendu, pour arriver à ces 2%, mais juridiquement, il n'y a pas d'obligation d'atteindre ces 2%. Mais donc, le premier Bart de Wever et le ministre de la Défense, Theo Franke, et d'autres, ils disent ils répètent toujours que la Belgique est vraiment à la traîne en ce qui concerne les dépenses militaires. Au niveau international, vous dites que ça, ce n'est pas vrai. Donc, c'est pas à la traîne, la Belgique. Dans l'absolu, je trouve que la Belgique n'est pas vraiment à la traîne. C'est-à-dire que les 2 gouvernements précédents ont chacun consacré approximativement 10 milliards d'euros pour l'acquisition de matériel, l'amélioration des infrastructures, etc. Donc c'est quand même des montants qui sont conséquents. 10 milliards en plus ou... 10 milliards d'engagements pour de l'acquisition de notamment les F-35, des navires, etc., etc. Donc ce sont des dépenses conséquentes. Il y a eu une augmentation déjà du pourcentage du PIB consacré à la défense en Belgique. Donc on est à moins d'1% et on passe pour le moment à environ 1,35 et on parle d'augmenter encore. Donc il y a des efforts conséquents qui ont été fournis, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce discours-là, c'est un petit peu un discours qui consiste, en anglais on dit shaming, donc à créer la honte en fait, et donc à tenter de discipliner ou à convaincre une partie de la population qu'on devrait le faire pour ne pas avoir l'air honteux. Mais moi je pense que vu le contexte actuel, un contexte dans lequel les États européens disposent déjà de moyens très importants pour assurer leur défense, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait a priori augmenter encore plus les dépenses de défense en Belgique. Ok, parlons de l'attitude de l'Europe vis-à-vis les États-Unis. Donc, récemment, le MR, le mouvement réformateur, a écrit, et je cite, « La politique impérialiste de Donald Trump nous a fait comprendre la nécessité de construire notre propre autonomie stratégique. » Waouh, ça c'est le MR qui a écrit ça. Mais pourtant, dans l'accord du gouvernement belge, le mot « OTAN » apparaît bien plus souvent que autonomie stratégique. Donc, comment expliquez-vous tout cela ? Effectivement, donc dans l'accord de gouvernement, si j'ai bonne mémoire, le mot OTAN ou le mot Atlantique, coopération atlantique, etc. apparaît environ 39 fois, tandis que le terme Union européenne, etc. ou autonomie stratégique apparaît quelques fois, mais de manière beaucoup moins importante. Et je pense aussi que quand il y a des phrases qui concernent la défense, on cite d'abord l'OTAN, puis l'Union européenne, et éventuellement parfois l'ONU. Donc clairement, vous avez raison à ce niveau-là. Donc on voit clairement que l'accent est mis à travers l'accord de gouvernement sur l'OTAN.
Je pense que cette décision ou cette volonté d'acheter de nouveaux appareils F-35 est problématique eu égard au contexte actuel. Il y a aussi, en ce qui concerne les F-35, donc des doutes quant à la possibilité de pouvoir les utiliser sans l'autorisation des États-Unis, ou éventuellement peut-être qu'on pourrait les utiliser, mais la maintenance dépend d'une chaîne logistique qui est gérée par les États-Unis. Donc ça pose de véritables questions. De manière plus générale, le CIPRI, donc l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, qui fait donc autorité en la matière, considère que ces dernières années, approximativement 55% des armes achetées à l'étranger par les États européens l'ont été aux États-Unis. Certains États comme les Pays-Bas, le Danemark, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, mais voilà, ça fait partie de l'Europe au sens politique du terme. Ces États achètent une majorité de leurs armes aux États-Unis. Ça monte jusqu'à des 80-90% pour certains d'entre eux. Donc la question de l'autonomie stratégique, oui, pourquoi pas, peut-être. Donc en tout cas, le débat est intéressant. Mais pour le moment, il faudrait voir concrètement comment on veut amener ça, parce que l'industrie européenne, elle est liée à l'industrie états-unienne, et parce que les États européens achètent énormément d'équipements aux États-Unis. Et derrière le slogan, on peut se demander s'il y a des réalités ou si l'augmentation des dépenses de défense va nous amener de fait à être encore plus dépendants des États-Unis dans les années à venir. Au niveau d'autonomie stratégique, est-ce que si cette autonomie stratégique serait une autonomie militaire, est-ce que c'est avantageux ou est-ce qu'il y a d'autres manières de voir une autonomie stratégique de l'Europe ? Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de le voir. Donc, enfin, on peut envisager une autonomie stratégique, je pense, en vue d'une protection des territoires des États européens, et donc et de renforcer peut-être certains volets de coopération industrielle à ce niveau-là. Mais je pense quand même que l'originalité, la spécificité et la force de l'Union européenne, c'est de vouloir proposer autre chose que le modèle classique étatique, et que si l'idée c'est de faire de l'Union européenne un espèce de super-État tel qu'il existait au XIXe siècle, je ne vois pas très bien la valeur ajoutée. L'Union européenne a aussi été créée en réaction aux guerres mondiales et aux tensions entre les États européens. L'Union européenne a permis de pacifier, de démilitariser les rapports entre les États européens, et c'est une bonne chose, on en bénéficie tous. Donc je pense qu'il faut éviter de retourner dans ce paradigme militariste qui fondamentalement est dépassé et nous a montré ses limites. Donc moi, je pense que l'Union européenne, elle a tout intérêt à jouer un autre jeu et à proposer d'autres choses, notamment dans le champ de la diplomatie, de l'aide au développement, des collaborations économiques, etc. Si on parle sur la diplomatie, Christophe, il y a actuellement aussi beaucoup de gens qui ont peur. Il y a quelque part un climat de peur, et cet climat est utilisé pour militariser la société, on a l'impression, non ? Mais la peur, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle est justifiée ? Comment vous jugez cette peur qui est là chez les jeunes, chez les familles, etc., vis-à-vis la possibilité de nouvelles guerres ? Donc, effectivement, c'est une question vraiment importante. Donc, la fréquence, l'occurrence des discours inquiétants augmente ces dernières années. Moi, je pense que ces discours relèvent un peu de l'hystérie par moment. Donc, de nouveau, il manque de bases concrètes et objectives. Et de nouveau, je fais référence aux dépenses de sécurité de la Russie par rapport aux moyens qui sont consacrés par les États européens, par les États de l'OTAN, l'équilibre des rapports de force. Tout ça donne à penser qu'en fait, cette menace est très, très exagérée. Et donc, je pense que ces discours sont des discours, une pédagogie de la peur, en fait, qui vise à contraindre les gens, plutôt à les amener à penser qu'effectivement, ils ont besoin d'être davantage défendus et que pour cette raison, il faut dépenser davantage d'argent pour les forces armées. Mais cet argent, il n'y a pas d'argent magique, il va falloir le trouver quelque part. Et donc, cet argent va être puisé ou va être dépensé en fait au détriment d'autres dépenses qui sont tout aussi importantes, notamment des dépenses sociales, des dépenses en rapport avec l'éducation, etc., qui sont des dépenses vraiment essentielles parce que ça crée le lien en fait dans nos sociétés. Et si ça disparaît, on risque d'avoir d'autres types de problèmes, notamment de polarisation, peut-être du vote d'extrême droite à l'intérieur de nos États. Et ça, c'est aussi une question de sécurité. Tout à fait, oui, clairement. Revenons sur la question de la peur, encore un petit point, c'est les émissions de télé-réalité. Comme Special Forces, là, les missions militaires sont présentées comme des aventures, et notamment, par exemple, quelqu'un comme Georges-Louis Boucher y a participé. Vous avez
mis en garde contre une banalisation de la violence militaire via cet divertissement militaire. Pourquoi trouvez-vous cette évolution tellement inquiétante? Alors c'est une évolution qu'on voit émerger à partir des États-Unis, surtout depuis le début des années 2000, surtout dans le contexte de la guerre globale contre le terrorisme, avec des émissions qui sont des émissions qui mélangent le divertissement, l'entertainment, comme ils disent aux États-Unis, et des thèmes militaristes et qui aussi ont tendance de construire en fait des émissions autour de narratifs aventuriers ou sportifs, etc. Le problème de ce type de narratif, en fait, c'est que effectivement, on banalise. Donc, je pense que l'information militaire doit rester sérieuse, donc elle doit rester sobre également. Et le divertissement, c'est autre chose. J'ai pas de problème avec le divertissement. Le divertissement est une bonne chose. Il peut même être, désolé, passez-moi le terme, mais un peu stupide parfois. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le mélange des genres, en tout cas, est problématique et invite effectivement à ne pas concevoir le sérieux de la chose militaire. Donc, l'activité militaire, c'est une activité qui peut déboucher sur l'utilisation de la force, sur la violence, sur le fait qu'on va tuer des gens, qu'on risque de se faire tuer soi-même, etc. Ça ne peut pas être banalisé. C'est problématique que ça le soit. Et donc, ce militainment, cet divertissement militarisé, est arrivé en Belgique et arrive en Belgique depuis quelques années, notamment à travers ce type d'émission-là. Et je trouve ça problématique, en effet. Mais c'est même aussi dans le nouvel accord du gouvernement, dans l'enseignement, parce qu'eux, ils veulent envoyer des militaires, des adviseurs militaires dans l'école. C'est en fait une genre de militarisation de l'éducation. C'est la même chose, en fait. Oui, tout à fait. Je trouve aussi que c'est extrêmement problématique. Donc, lorsque on passe du temps sur les réseaux sociaux, sur notamment Facebook, donc il est possible de voir certaines photos qui ont été prises par des unités militaires qui font des démonstrations à l'intérieur d'écoles secondaires et où on voit que les militaires amènent dans des classes des armes automatiques, que les enfants, les adolescents, c'est plutôt des adolescents tout de même, les prennent en main, peuvent les manipuler. Donc, on présente les armes un peu comme des jouets finalement. Je trouve ça quand même vraiment extrêmement interpellant. Et là, donc, l'idée est aussi, comme vous l'avez dit, dans l'accord de gouvernement, de renforcer ce dispositif-là. Les forces armées belges ont une difficulté pour le moment, celle de recruter du personnel et de garder ce personnel à l'intérieur de l'institution pendant de nombreuses années. Mais les forces armées belges connaissent aussi ce problème-là, je pense, parce qu'il y a quasiment plus de contrats à durée indéterminée au sein des forces armées. Donc la main-d'œuvre est devenue précarisée et les jeunes sont moins intéressés par la carrière militaire. Dans le mouvement pour la paix, il y a maintenant des débats pour lier tous les problèmes d'économie du nouveau gouvernement avec les problèmes de militarisation. Et donc, il y a une grève générale qui est prévue pour le 31 mars et le mouvement pour la paix qui disent OK, on va lier les gens qui sont en colère contre les pensions, les plans de pension du gouvernement, avec le fait qu'ils veulent utiliser tout cet argent pour militariser. Est-ce que faire ce lien entre les questions sociales de l'un côté et la militarisation de l'autre côté, est-ce que c'est correct dans votre idée? Oui, je trouve que c'est pertinent en tout cas. Donc la question se pose véritablement. Donc au Danemark, il y a quelques années, la Première ministre a recommandé qu'un jour de travail sur l'année soit un jour taxé pour financer les forces armées. Il est question aussi au Danemark de reporter l'âge de la pension pour financer les dépenses de défense. En France, je pense que ce débat va probablement revoir le jour à un moment ou l'autre. Il y a quelque chose qui est un peu plus générique que ça, c'est-à-dire qu'il y a le renforcement de la posture de défense, mais il y a aussi le contexte de la guerre en Ukraine, de l'augmentation des prix de l'énergie qui sont liés à ce conflit, de politique d'austérité, et tout ça ensemble, en fait, mérite d'être lié, d'être analysé de manière globale, oui. Et pour finir, c'est un petit peu la question sur la diplomatie, parce que la diplomatie, le mot a été vidé de contenu. On a l'impression, dans des temps de guerre, on est naïf si on parle sur la diplomatie. On ne peut pas parler avec les adversaires, c'est pas possible. Il faut à tout prix préparer la guerre. Donc,
dans ces temps de militarisation, la diplomatie n'est pas tellement sexy. Alors c'est vrai, c'est une petite parenthèse, donc on retrouve ça aussi avec le concept de neutralité dans certains pays tels que la Suède, où certains analystes considèrent que dans le discours public, la neutralité est considérée comme une forme, n'est pas assez machiste en fait, n'est pas assez virile, et donc on peut se poser la question s'il y a un peu ce type d'attitude-là vis-à-vis de la notion de diplomatie. La diplomatie, elle est essentielle. Beaucoup de gens disent que la diplomatie ne marche pas, mais je pense que si la diplomatie peut ne pas marcher, parce qu'on a une conception qui potentiellement est problématique de la diplomatie. Quand on regarde la diplomatie des États-Unis vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie, par exemple, c'était une diplomatie qui consistait à s'asseoir à la table de négociation et dire « vous faites ceci ». Ça, c'est pas de la diplomatie, en fait. Ça, c'est de l'imposition avec des mots. Donc je pense que si on veut négocier, il faut accepter à un moment ou l'autre un échange et éventuellement de faire des concessions, ce qui risque d'être difficile, très difficile politiquement. Mais dans certains cas, si on veut limiter les dégâts et limiter le nombre de morts, c'est important de passer par là. Et donc moi, je considère que la diplomatie, effectivement, est essentielle et que c'est une activité qui est extrêmement noble. Oui. Donc il faut être courageux pour être diplomatique. Tout à fait, il faut être courageux, voilà. Oui. Et donc, pour finir, tout ce qui se passe, la militarisation, le danger de la guerre, etc., comment vous restez optimiste et dynamique dans ces temps-là? Comment construire un mouvement pour la paix avec un optimisme aujourd'hui? Alors deux choses. Quand on regarde l'actualité, donc on se focalise sur les conflits, mais il y a énormément d'interactions entre les États qui sont pacifiques. Elles peuvent être conflictuelles, mais non violentes. Donc les États se disputent tout le temps pour des accords de type commerciaux, etc. Et donc une grande partie des interactions sont pacifiques et il faut éviter qu'elles ne se fassent contaminer par les logiques guerrières. Donc d'abord, il faut quand même conserver ça à l'esprit. La seconde chose, moi je pense un petit peu à Antonio Gramsci, donc l'idée de guerre de position, etc. à travers... en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, de construire un discours qui est un discours de résistance par rapport au discours dominant qui voudrait qu'on continue d'augmenter les dépenses de défense. C'est par là que ça passe, en fait, par une forme de pédagogie et par occuper le terrain médiatique en disant que non, il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres voies qui sont envisageables. Ok, merci beaucoup. Tout bascule, ça c'est effectivement, comme Gramsci dit, un discours de contre-puissance, un contre-narratif. Merci beaucoup Christophe pour l'échange passionnant. Merci beaucoup Peter. C'était Tout bascule, un podcast pour ceux qui veulent faire basculer le monde dans la bonne direction. As-tu trouvé cet épisode intéressant? Contrairement à nos dépenses militaires, tu n'as pas besoin de t'endetter pour ce podcast. Abonne-toi simplement via ton application de podcast préférée. Suis-nous sur les réseaux sociaux et regarde la vidéo sur YouTube. Tu peux aussi réagir dans les commentaires. Je te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.